Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Miner Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est l'été, on est en vacances, en tout cas beaucoup parmi vous, je suis persuadé, sont en vacances, mais nous continuons à suivre les marchés financiers, comprendre qu'est-ce qui se passe actuellement avec nos portefeuilles boursiers et nous analysons toutes les semaines, comme d'habitude dans les cafés de dimanche Miner Cash, les événements les plus importants de la semaine. Cette vidéo sera consacrée principalement à l'immobilier. Nous allons également toucher évidemment les événements majeurs de cette semaine macroéconomique, boursier, politique, mais le sujet principal, nous allons parler de l'immobilier en France, de point de vue d'investissement, de point de vue d'achat de résidence principale. Si il me restera du temps, on va toucher également l'immobilier aux États-Unis, parce que selon moi, il y a certains phénomènes dangereux qui sont en train de se développer dans ce marché, ou sinon ça sera le sujet pour le week-end suivant. Avant de commencer cette vidéo, mes amis, s'il vous plaît, n'oubliez pas un like, c'est hyper important pour soutenir cette chaîne gratuite. Pour vous, ça ne coûte rien. Pour moi, c'est une véritable aide dans le développement de cette chaîne. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas cette petite formalité pour démarrer notre conversation dominicale. Je vous rappelle également que je suis présent sur Telegram, sur pas mal de réseaux sociaux et toutes les informations sont dans la description à cette vidéo. Je vous rappelle que pour les abonnés Miner Cash Premium, il y aura une deuxième vidéo tout à l'heure où nous allons parler d'une action dans le secteur d'intelligence artificielle que moi je trouve très intéressante actuellement. Et en plus, il y a eu des bonnes nouvelles qui ont tombé la semaine dernière par rapport à cette action. Et on va discuter si on va pouvoir rajouter cette action dans notre portefeuille Miner Cash Patrimoine. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à rejoindre Miner Cash Patrimoine. Comme d'hab, les infos dans la description. Vu qu'actuellement, je suis un peu privé de mon bureau, vous pouvez d'ailleurs voir derrière, c'est mon bureau provisoire pour l'été où je travaille habituellement. Mais mon bureau principal est en travaux. Pour ceux qui veulent suivre ce qui se passe dans ma vie personnelle, vous pouvez rejoindre Instagram également. Je publie quelques vidéos par rapport à comment ça avance, mais dès que ça sera fait, je vous promets que la qualité de la chaîne Miner Cash va augmenter énormément. On va faire beaucoup plus de contenu et j'espère que ça va vous plaire. Voilà, nous allons commencer mes amis. Donc cette semaine, je vais faire un tour très rapide macro pour ne pas faire perdre votre temps parce que j'imagine que vous êtes en vacances, tranquille. Moi aussi, j'essaie de me reposer un tout petit peu. Je vais me concentrer sur les événements les plus importants, sur les notes que j'ai prises. Je me permets de consulter mon téléphone vu que je suis un peu privé de toute mon infrastructure habituelle. Selon moi, en fait, l'événement le plus important de la semaine, c'était Joe Biden qui a interdit les investissements en Chine. Ça n'a pas fait des dégâts sur les marchés, tout simplement parce que les marchés s'attendaient au pire. Donc après, finalement, une fois que les modalités sont publiées, une fois qu'on connaît les détails, vous savez, c'est toujours le diable dans les détails, le marché a arbitré que ce n'est pas aussi drastique que ça pourrait être. Par contre, ça cache un petit phénomène auquel on ne pense pas naturellement, c'est Nvidia. Mais quel rapport entre Biden, la Chine et Nvidia? En fait, il y a un. Tout simplement, si vous vous souvenez bien, le trimestre dernier, Nvidia, qui va d'ailleurs publier, je crois que fin mois d'août, je crois dans 2 semaines, elle publie ses résultats trimestriels. Mais la publication précédente, c'était vraiment c'est la fête pour les investisseurs Nvidia, où ils ont annoncé qu'ils allaient gagner sur le développement très rapide des systèmes d'intelligence artificielle. Une somme stratosphérique pour le trimestre prochain. Donc maintenant, du coup, les attentes des analystes par rapport à la publication qui aura lieu dans 2 semaines sont énormes, sont très optimistes. Donc c'est très facile de décevoir ces attentes parce qu'elles sont à un niveau inédit. Eh bien, il y a des rumeurs comme quoi le résultat auquel s'attendait Nvidia, c'était dû principalement aux commandes par anticipation en provenance de la Chine suite aux craintes qu'un jour les États-Unis allaient adopter cette loi d'interdiction d'investissement en Chine. Juste pour vous donner un petit peu du contexte, toute cette guerre commerciale, en grande partie, elle tourne autour du secteur de semi-conducteurs qui devient, comme je dis parfois, le pétrole du XXIe siècle. Parce que vraiment, celui qui possède les grosses capacités de production de semi-conducteurs, un peu le roi du monde. Dans le monde actuel, dans le monde d'intelligence artificielle, le monde largement dominé par l'informatique et les différents gadgets. Les Américains avec les Chinois, ils sont en grande compétition pour ce marché. Et donc quand on parle
de la guerre commerciale et des interdictions quelconques, ça concerne souvent les semi-conducteurs. Et donc là, cette situation-là, ce n'est pas une exception. Et donc visiblement, les Chinois, ils ont anticipé que ça peut s'arriver et ils ont fait des commandes, des précommandes d'après Nvidia en avance. Donc du coup, cette somme que Nvidia a promis à ses actionnaires et aux analystes n'est pas due nécessairement au développement explosif de l'intelligence artificielle, mais il est dû principalement au contexte géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Ce sont des rumeurs, encore une fois, je vous fais l'accent sur ce point-là, que ce n'est pas une information à 100% confirmée, mais en tout cas, nous devons en tenir compte parce que dès que c'est une information connue, c'est déjà dans le marché. Et donc, vu que c'est une information en mode rumeur, donc évidemment, ça continue à influencer les marchés financiers. Et bien, si cela confirme, ça peut enterrer également les rêves qu'on échappera, aux États-Unis évidemment, la récession grâce au développement plus rapide que prévu des intelligences artificielles. Je vous rappelle qu'en Europe, nous sommes déjà en récession, donc la question se pose comment s'en sortir. Aux États-Unis, on n'a toujours pas dedans, pourtant la Réserve fédérale elle voulait pousser un petit peu l'économie pour la refroidir et pour prendre le contrôle sur l'inflation dans le territoire de la récession. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est la récession, ce n'est rien de dramatique, c'est pas la fin du monde, c'est pas un crack boursier. La récession, ça signifie tout simplement 2 trimestres consécutifs de la baisse du PIB. Même si c'est une baisse marginale, ça va être comptabilisé comme une récession. Voilà, nous sommes déjà en Europe dans cette configuration, mais pas aux États-Unis. Et certains analystes commençaient à parler que suite au développement d'intelligence artificielle plus rapide que prévu, on vit un véritable boom, que peut-être on pourra échapper à cette récession grâce aux technologies. Après, il y a eu des publications que depuis longtemps, je considérais comme les plus importantes côté les États-Unis, c'est les CPI et les PPI. CPI, c'est Consumer Price Index, donc c'est les prix à la consommation. PPI, c'est Producer Price Index, c'est les commandes des producteurs. Donc les prix pour les consommateurs et les prix pour les entreprises, grosso modo, quand il s'agit de, si vous voulez, B2B ou B2C. Et bien, CPI se ressorti vraiment en chouïa mieux que prévu, donc ça a plu au marché, pas trop parce que le marché a déjà anticipé largement le ralentissement de l'inflation. Par contre, PPI, c'était une surprise. PPI, il est ressorti aussi en chouïa en dessous des attentes des analystes, mais par contre, aujourd'hui, le marché a changé d'humeur, clairement. Depuis, peut-être c'est lié à la dégradation de la note US, ou peu importe, mais en tout cas, nous ne sommes plus dans cette situation de la euphorie sans condition. Donc cela veut dire que le marché interprète plus négativement les nouvelles et il a interprété relativement mal en fait cette petite déception sur le PPI, tout simplement parce que le marché ne veut plus entendre parler de plus de hausse de taux que Powell a promis pour cette année. Je ne veux pas reprendre toute cette histoire, tout ce discours sur la hausse des taux. On en a parlé dans le week-end dernier, dans le précédent Café de Dimanche. Si ça vous intéresse de rafraîchir un petit peu où nous en sommes aujourd'hui, je vous invite de regarder cette vidéo. Et bel et bien, j'en parlais largement assez dans mes vidéos précédentes. Donc, dans tous les cas, le consensus de maintenant reste pareil. Donc, on va rester sur une seule hausse de taux cette année et c'est fini. Après, soit la Fed s'arrête pour une période qu'on ne sait pas combien, soit elle commence à parler des baisses des taux à partir d'un certain moment, mais ça sera certainement pour l'année 2024 déjà. Voilà, ça, ce sont les événements macro les plus importants. Et maintenant, nous passons au sujet principal de cette vidéo. Et pour démarrer notre conversation de l'immobilier, je vais me baser sur les informations qui ont été publiées récemment par Nexity, qui parle de ses prévisions pour le marché immobilier français. Donc il n'y a rien de nouveau, ils anticipent une hausse de 3% environ sur toute la France pour l'immobilier. Donc tout confondu, évidemment ce chiffre ne va rien dire, tout simplement parce que les disparités entre les différentes régions, entre les différentes villes sont énormes. Donc il y a certaines villes qui sont déjà sur des tendances baissières, d'autres villes stagnent parfois depuis 15 ans, et d'autres villes en forte hausse, bon, forte relative. Donc là, nous allons essayer de décortiquer toutes ces statistiques et voir où est-ce que nous pouvons chercher des opportunités. Juste pour vous donner le contexte, j'imagine que vous le connaissez, c'est que depuis un an, plus exactement un an et demi, nous vivons vraiment une situation qui a transformé complètement le marché immobilier. Donc évidemment, la hausse des taux qui concerne pratiquement tout le monde, maintenant on a passé de en taux de 1,2 que moi-même j'ai emprunté il y a un an et demi pour 20 ans.
Et aujourd'hui, nous pouvons avoir uniquement à peu près 4% pour la même durée. Donc ça, c'est vraiment quand même impressionnant sur une période extrêmement courte. Je ne veux pas répéter les raisons de cette hausse, j'imagine que tout le monde le sait, c'est la lutte contre l'inflation, c'est les politiques de la BCE, ce qui est évidemment corrélé avec les politiques de la Fed. Ce sont les sujets dont on parle tout le temps dans nos vidéos de Café Dimanche. Vous voyez comment l'économie elle est quand même corrélée, on parle de la bourse, mais finalement il y a directement l'impact sur le marché immobilier. Eh bien, maintenant nous devons faire le constat où nous en sommes après toute cette cycle de hausse, parce que très probablement nous arrivons à une certaine phase de pause dans la hausse des taux. En Europe encore, il faut le confirmer. Aux États-Unis, c'est ce que les marchés s'attendent. On verra si ça sera vrai ou pas. Mais dans tous les cas, nous sommes sur le point où nous pouvons peut-être dire « Ok, on va faire l'état des lieux et on va se demander où est-ce que les marchés immobiliers puissent aller. » Quand on parle de l'immobilier dans les médias, je trouve que c'est dommage, on parle peut-être un peu trop des taux. Parce que les taux, effectivement, c'est un paramètre très important pour acheter et pour investir dans l'immobilier, mais ce n'est pas le seul paramètre. Je pense qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent affecter encore plus le marché immobilier et le dynamisme du marché de l'immobilier. Un des facteurs les plus importants qui affectent l'immobilier, selon moi, c'est Haut Conseil de la stabilité financière, qui a introduit des nouvelles normes qui ont été appliquées à partir du début de l'année 2022. Après, il faut évidemment un petit peu de temps pour que ça donne de l'effet. C'est que maintenant, les conditions d'octroi du prêt sont durcies énormément. La France, clairement, veut éviter une bulle dans le marché immobilier, parce qu'évidemment, après le Covid, nous avons vécu une période d'une forte hausse de taux avec une forte demande différée, et ce qui a évidemment créé une inflation monstrueuse. Donc évidemment, le régulateur est rentré en jeu, il a commencé à mettre un petit peu les barrières pour calmer le marché. Une des contraintes principales qu'ils ont mis en place, c'est le taux d'endettement. Ce qu'ils sous-entendent par le taux d'endettement, ce sont les mensualités des prêts, de tous les prêts que vous avez, reportés au revenu mensuel. Donc grosso modo, il faut que la mensualité de votre prêt ne dépasse pas 35% de vos revenus. En fait, ce qui est très important, qu'avant cette règle existe depuis Mathusalem, mais elle n'était pas très stricte. Après, chaque banque, elle pouvait faire une dérogation là-dessus. Évidemment, la dérogation concerne les très hauts revenus. Par exemple, les personnes qui gagnent des grosses sommes d'argent, imaginez que vous gagnez 100 000 € par mois. Si vous payez un prêt où l'ensemble de vos prêts font 35 000 € par mois des mensualités, il vous reste quand même encore 65 000 pour vivre, ce qui est largement suffisant. Et bel et bien, à partir de janvier 2022, ça ne sera plus possible. Donc même si vous avez un très gros revenu, vous devez respecter cette norme. Évidemment, les personnes qui ont beaucoup de capacité d'épargne et qui pourraient éventuellement investir dans l'immobilier, ils ne sont plus accessibles, en fait, ils ne peuvent plus accéder au marché parce que leur taux d'endettement est largement dépassé. Parfois, ils sont retrouvés suite tout simplement à cette loi dans la situation d'un surendettement, tandis que ce n'était pas le cas, en tout cas du point de vue de la banque auparavant. Donc voilà, ça change un petit peu quand même la donne parce que justement les personnes qui avaient tendance d'investir dans l'immobilier ne peuvent plus le faire. Donc, si vous avez actuellement le projet d'investir dans l'immobilier, avant de regarder les taux, faites le bilan de votre patrimoine, calculez toutes les mensualités confondues que vous payez par mois. Peut-être que vous avez d'autres biens immobiliers, peut-être que vous avez d'autres types de crédits, crédit voiture, un crédit de je ne sais pas quoi. Tout, il faut prendre en compte pour calculer le taux d'endettement parce que la banque va vous le demander. Et si ce taux dépasse 35%, ça sera net, quelle que soit votre relation avec la banque, quels que soient vos revenus et quel que soit l'historique de votre relation bancaire avec cette banque. Donc voilà, ça, je trouve que c'est vraiment très contraignant et ça peut freiner énormément les investissements dans l'immobilier. Ensuite, il y a le troisième facteur qui peut affecter le marché. Ce sont les nouvelles normes énergétiques. Vous avez entendu parler certainement des passoires thermiques. Donc, en fait, il y a beaucoup de bâtiments qui sont dans ce cas-là et qui seront obligés de faire les travaux afin d'améliorer les performances énergétiques. Comme vous pouvez comprendre, tous ces travaux sont relativement chers. Évidemment, les prestataires qui fournissent ces travaux-là, qui fournissent les diagnostics, en profitent pour monter les prix. Ça contribue également dans l'inflation. Eh bien, ça, c'est un autre frein pour le marché immobilier. Donc évidemment, il y aura beaucoup de biens qui vont se retrouver sur le marché, les biens qui ne respectent pas les règles thermiques ou bien ceux qui ne vont pas respecter les règles thermiques qui vont être adoptées
dans quelques années. Donc il faut aussi tenir compte de ce paramètre. Quand vous achetez, je pense que vous n'êtes pas naïf, j'espère, vous allez regarder les diagnostics énergétiques de votre immeuble ou bien de votre appartement ou bien de la maison que vous achetez. Avant de le mettre en location, vous pouvez avoir des soucis si jamais il ne respecte certaines normes. Et le coût des travaux pour remettre aux normes peut être très élevé. Donc là, je pense que tous ces trois phénomènes qui sont arrivés tous ensemble au même moment peuvent faire en sorte que le marché effectivement va ralentir. Aujourd'hui, je suis tranquille biche, je suis concentré à 100% sur la bourse. Bon, c'est très facile à dire pour moi parce que j'ai acheté ma résidence principale avec un taux, meilleur taux historique, je pense, depuis de nombreuses décennies. Et également, j'ai quand même investi pas mal dans le passé dans l'immobilier et ça, c'est quelque chose que je vais commencer à présenter dans mon club Minder Cash Patrimoine où je vais présenter pratiquement tous mes investissements immobiliers un par an avec les différents bilans. Je fais pour l'instant à mes abonnés une présentation générale de mon patrimoine immobilier. Vous pouvez le trouver sur le site mindercash.fr pour ceux qui sont évidemment abonnés Minder Cash Premium. Et après, je vais rentrer en détail de chacun de ces biens. Pour l'instant, je ne le fais pas tout simplement parce que pour moi, le sujet immobilier il est hors de la table. Et voilà, cette vidéo, j'enregistre pour vous expliquer pourquoi je suis hors marché immobilier aujourd'hui. Déjà, en grande partie, je l'ai déjà présenté parce que ces trois phénomènes, je trouve qu'ils peuvent et qui devront affecter le marché immobilier français parce qu'il y a de moins en moins d'acheteurs, la quantité de transactions doit diminuer et aussi il y a un phénomène que je n'ai pas mentionné et qui va jouer un rôle très important dans les évolutions futures, dans la configuration future du marché immobilier, c'est le télétravail, tout simplement. Effectivement, c'est un phénomène, si vous êtes avec moi depuis longtemps, vous vous souvenez qu'à l'époque de Covid, je sous-estimais ce phénomène. Finalement, j'ai changé d'avis. Et oui, il faut parfois changer d'avis. Je vois que le télétravail, ce qui m'a énormément surpris, que c'est surtout en France, pas les pays anglo-saxons, pas les Suisses, mais c'est surtout la France qui est effectivement un des leaders dans ces... bon, leader ou pas, je ne veux pas vous dire, mais en tout cas, ils font beaucoup de télétravail, ils sont paradoxalement très ouverts au télétravail. Après le Covid, dites-moi dans les commentaires, d'ailleurs, si c'est le cas pour vous, beaucoup d'entreprises ont préféré de garder quelques jours, en fait, permettre à ces salariés de rester quelques jours chez eux. Ils se sont vite rendus compte que finalement, avoir toutes les personnes au bureau, ça coûte de l'argent et parfois, c'est même mieux de leur laisser un petit peu la liberté de rester chez soi. Je suis persuadé que ce phénomène, maintenant, du coup, vu que j'ai changé d'avis, va transformer également le marché immobilier. Évidemment, ça va dégorger un petit peu les centres-villes. Les centres-villes comme Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, peut-être pas, parce que c'est un cas un peu particulier, mais en tout cas, les grandes villes qui sont très très chères, qui sont devenues chères parce que l'économie française, elle est trop centralisée sur la métropole, mais surtout sur la région Île-de-France. En fait, la plupart des meilleurs emplois se trouvent dans Île-de-France, sauf si vous êtes dans un domaine un peu spécifique où il y a une, on va dire, représentation régionale. Mais je pense que cette économie française, elle n'est pas suffisamment diversifiée géographiquement. Donc, tout est concentré dans les grandes villes. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, vu que nous pouvons travailler en télétravail, nous pouvons s'installer beaucoup plus loin, nous pouvons aller à la nature, quelqu'un va aller à la mer. Donc, tout ce marché-là va être bouleversé parce qu'il y aura de la demande dans les endroits avec des facilités d'accès aux grands centres économiques, aux grands bassins d'emploi. Par exemple, si vous prenez Paris, donc évidemment avec le TGV, vous pouvez accéder très facilement beaucoup de régions de France. Par exemple, là, je suis dans le sud de la France, je suis entre Avignon et Arles. Donc, par exemple, entre Paris et Arles, il y a seulement 3 heures de train. Pourtant, la distance est énorme, mais c'est très facile d'accéder. Donc, la personne qui habite ici, elle pourrait très facilement aujourd'hui travailler à Paris. Et c'est quelque chose qui était hors de question avant le Covid. Donc, c'est encore plus vrai, par exemple, pour ceux qui veulent partir en Bretagne, c'est encore plus proche. D'ailleurs, pour la Bretagne, corrigez-moi si je me trompe, je pense que c'est presque pareil. Parce que bon, il y a longtemps, j'allais très souvent en Bretagne et je crois que c'est aussi 3 heures de TGV. Et donc, je pense que si vous voulez vraiment viser les marchés avec du potentiel, il faut prendre les lignes de TGV de la France, regarder les villes qui sont bons à vivre. Il ne faut pas être radin, si vous voulez, de payer un petit peu plus cher pour une ville un peu plus huppée. Donc, les personnes qui vont faire ça, ça sera souvent des cadres, ça sera souvent des cadres supérieurs qui ont quand même un certain pouvoir d'achat. Ils vont aller dans des villes qui sont pas forcément luxe, mais les villes où il fait bon vivre. Donc,
Par exemple, je peux vous citer beaucoup, ça peut être le sud de la Bretagne, ça peut être le sud de la France, ça peut être la Normandie, pour ceux qui ne veulent pas aller très loin. Donc par exemple les villes comme Orléans ou bien les villes au bord de la mer en Normandie qui peuvent être très très recherchées. Donc je pense que cette stratégie-là, si j'étais sur le marché, je chercherais les opportunités dans ces villes qui se trouvent vraiment sur les accès faciles vers les grandes métropoles. Pas uniquement Paris, on peut aussi regarder au niveau de la métropole lyonnaise ou bien bordelaise. Vous pouvez retrouver tout simplement les villes qui se trouvent à facilement 1 heure, 2 heures de la grande ville pour commencer à chercher les opportunités où il y a le potentiel de hausse de prix et également vous allez avoir une certaine facilité pour trouver les locataires. Donc voilà, ça c'est de point de vue l'investissement. Après la question logique, pourquoi moi-même je ne le fais pas? Donc c'est un peu difficile à répondre parce que moi-même j'ai mon propre parcours qui était très orienté immobilier. Avant que je démarrais la chaîne Minder Cash, avant que je démarrais tous les différents clubs que j'anime actuellement, j'étais très immobilier. Donc j'ai investi beaucoup dans les appartements, un petit peu partout. Et aujourd'hui, je suis surinvesti dans l'immobilier. Donc mon cas, je trouve qu'il est un petit peu particulier. Si dans votre cas, vous n'êtes pas du tout investi dans l'immobilier, je pense qu'il faut continuer à chercher des opportunités malgré les taux. Si évidemment votre taux d'endettement avec votre situation financière vous permet. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aussi évident qu'il y a 2 ans, quand les taux étaient bas, parce qu'évidemment, il était beaucoup plus facile, surtout avant cette nouvelle norme sur le taux d'endettement, c'était très facile de financer les projets immobiliers. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, mais ça reste toujours possible. Mais il faut toujours garder en tête que quand vous investissez dans l'immobilier, il faut que vous pensiez avant tout au cash flow. Regardez comment les banques sont malins. Par exemple, quand vous allez voir la banque pour la première fois, pour soit acheter une résidence principale, soit pour investir, vous allez voir que le discours de la banque sera très en faveur de votre investissement. Presque, ils vont essayer de vous convaincre que l'immobilier c'est excellent, ça prend de la valeur, c'est patrimonial, blablabla, patati patata. Donc vous allez avoir ce discours. Mais dès que vous allez venir de chercher un deuxième prêt, vous allez voir que le discours va changer. Parce qu'en fait, la banque, ce qu'il va analyser, c'est votre cash flow. Il ne va pas vous analyser votre patrimoine et quel pourcentage de votre bien vous avez payé. Il s'en fiche complètement de votre patrimoine fixe et de la valeur réelle, la valeur vénale de votre patrimoine. Ils vont regarder les bilans et le bilan pour eux, c'est le relevé de compte. Ils vont relever de compte combien il vous reste à la fin du mois et en fonction de ça, ils vont décider si vous pouvez emprunter plus ou pas. C'est aussi simple que ça. Et donc, si vous voulez multiplier les investissements dans l'immobilier et pas s'arrêter sur un seul, il faudra que vous pensiez comme les banquiers dès le début. Donc ça veut dire que vous allez vous dire ok, je vais investir dans cet appartement. Quand je vais obtenir les clés, le premier mois, est-ce que mon cash flow va augmenter? C'est ça le but en fait. Le but, c'est que votre cash flow augmente avec chaque transaction immobilière. Parce que les agents immobiliers et les banques aussi ils utilisent les termes qui sont très contradictoires parfois. Par exemple, capacité d'épargne. C'est quoi votre capacité d'épargne? Et quand ils parlent souvent de ce terme capacité d'épargne, en fait, ils sous-entendent combien vous êtes prêt de paumer sur votre bien immobilier. Grosso modo, par exemple, si vous avez investi dans un appartement à Paris, finalement, après avoir payé toutes les charges, les crédits, les intérêts sur le crédit, vous devez quand même rajouter de votre salaire, on va dire 200 €. Ils vont appeler ça capacité d'épargne, comme si c'était un placement, votre appartement. Mais par contre, quand vous allez venir dans cette même banque demander un autre prêt, ils vont plus le considérer comme une épargne. Il va vous dire, ah non, monsieur, ça c'est votre cash flow négatif que vous avez fait sur cet investissement. Donc, ça veut dire quelque part, vous êtes un mauvais investisseur, vous perdez de l'argent sur ce truc-là. Le discours va dramatiquement changer. Vous allez voir, c'est très très malin les banques. Et donc, pour réussir dans cette démarche, il faut toujours garder en tête que le mot cash flow. Il faut que votre cash flow augmente avec chaque opération immobilière. Pour mes abonnés Minder Cash Patrimoine, quand je vais aborder ce sujet, ça ne sera pas aujourd'hui, mais ça sera dans les semaines suivantes, parce qu'aujourd'hui on va parler de l'action intelligence artificielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais quand même vous présenter aussi mon parcours dans l'immobilier et les erreurs et on va dire les succès que j'ai eu sur ce parcours, parce que j'ai quand même fait beaucoup de transactions dans le passé. Et parfois, une fois c'était une catastrophe, il y a beaucoup de cas où c'était très bien passé, d'autres cas c'était pas terrible, mais dans tous les cas, chaque on va dire, projet immobilier que j'ai eu, c'était en quelque sorte une petite leçon. Les dernières transactions que j'ai fait avant de démarrer Minder Cash,
C'était plus par inertie parce que je connaissais déjà quelque part mon business plan. Je connaissais comment faire, les taux restaient bas pendant tout mon cycle d'investissement dans l'immobilier. Donc, quelque part, j'ai eu de la chance en fait parce que ma carrière, elle est tombée au moment quand les taux étaient très bas et c'était très propice pour les investissements immobiliers. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Peut-être cette golden age va revenir un jour, mais aujourd'hui, il ne revient pour le moment pas. Dans tous les cas, vous devez, malgré les taux, malgré toutes ces contraintes, quand même tenir en tête ce principe de base. Toujours le cash flow positif. Ça, c'est très important. Et seule différence qu'aujourd'hui, malheureusement, ça va être beaucoup plus compliqué à faire que c'était le cas avant, parce que les marchés en fait, les prix n'ont pas encore baissé. C'est pour ça aussi, c'est une des autres raisons pourquoi je n'investis pas dans l'immobilier, c'est tout simplement parce que je pense que dans les circonstances actuelles, les conditions sont réunies pour que les prix immobiliers baissent. C'est pour ça que je suis hors marché, mes amis. Voilà, je pense qu'on ne va pas aujourd'hui finalement parler de marché immobilier américain. Si cette vidéo vous plaît, si vous mettez beaucoup de likes, je vais continuer le même raisonnement de point de vue quand même beaucoup plus macro, beaucoup plus global. On va parler beaucoup des REITs, des foncières cotées, la semaine prochaine. Et selon cette réaction qu'il faut exprimer à travers les likes, je vais déduire si le projet immobilier vous intéresse. Bon mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Profitez bien de vos vacances. Et pour ceux qui sont abonnés à Minder Cash Patrimoine, je vous dis à très bientôt pour la deuxième vidéo. Bye bye.